Bienvenue à notre table ronde. Où sont et qui sont les nouveaux héros de la RSE? Je suis Céline Degrave, la directrice du Terra Institute. On va passer un petit moment ensemble ce matin. Merci d'être venus, merci à nos panélistes, à nos intervenants d'être présents également. Juste pour poser le programme, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui nous connaissent depuis peu, je vais dire quelques mots sur le Terra Institute. Puis je vais rappeler pourquoi nous sommes tous ensemble ici ce matin. Introduire nos brillants panélistes, leur laisser prendre la parole à tour de rôle et de manière interactive pendant à peu près 1 heure. Et puis nous passerons le micro à la salle pour une session de questions-réponses. On va commencer sans plus tarder. Il y a des petits problèmes de transport. Donc il y a peut-être certains de vos co-invités qui vont nous rejoindre pendant les échanges. Et puis à 10h, je vous inviterai à poursuivre les discussions autour d'un moment convivial dans le hall. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme? Parfait. Bon, ça m'arrange. Alors, concernant le Terra Institute, donc nous sommes un établissement de l'enseignement supérieur privé qui forme au métier de la durabilité depuis 2010. Donc, si vous comptez bien, 14 ans. On a environ 1000 alumni depuis la création de l'école et nous délivrons donc en partenariat avec des institutions académiques dont des universités des certifications de niveau bachelor, MBA et master. On a 2 parcours principaux, un parcours généraliste autour des sujets de RSE et un parcours plus spécialisé autour des sujets d'éco-construction. Voilà pour le Terra Institute. On a à peu près 150 étudiants par an sur un campus parisien. Et étant donné le contexte et la demande croissante sur les compétences et métiers de la durabilité, des projets d'ouverture de campus dans d'autres villes de France et d'Europe dans les années à venir. Alors, pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? Figurez-vous que chez Terra, nous faisons les choses bien et que chaque année, nous interrogeons nos parties prenantes dans un objectif d'amélioration continue, en particulier les entreprises partenaires, celles qui accueillent nos alternants en entreprise. Parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais Terra Institute est un CFA, Centre de formation des apprentis, ce qui veut dire qu'environ 80% de nos étudiants suivent en parallèle de leurs études une mission en entreprise en alternance. Et donc, ces partenaires entreprises, nous les interrogeons chaque année afin de comprendre l'évolution de leurs besoins et de savoir si les formations que nous prodiguons sont toujours adaptées à la réalité des missions en entreprise. Il s'avère que cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, on a appris des choses éclairantes qu'on a eu envie de vous partager. Et pour faire un teasing de ce qui va être échangé dans les minutes qui viennent, par exemple, les enseignements clés, la CSRD, qui rebat un peu les cartes des compétences en termes de reporting extra-financier et de conception et de mise en œuvre de plans stratégiques des entreprises. La décarbonation, la comptabilité carbone, un sujet qui paraît classique, maîtrisé par les entreprises et qui de fait se retrouve rattrapé par la réalité des changements climatiques qui font que quand bien même on compte les émissions carbone, on cherche à les réduire, on ne va pas suffisamment vite. Donc demain, il faut s'adapter. Et comment on s'adapte, comment on appréhende des risques prédictifs que personne aujourd'hui ne sait vraiment formaliser, comment on gère ça. Et puis des sujets qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu plus larvés et explosent à l'aune également de la CSRD et de la double matérialité. Je parle de la biodiversité qui devient un enjeu que les entreprises doivent intégrer de manière désormais imminente, urgente et transversale. Alors, tous ces enseignements nous donnent, quand on essaye de s'imaginer, nous, centre de formation, le profil idéal du responsable RSE, un portrait qui tient bien plus du Marvel, avec 5 pattes, 8 bras, 3 carapaces, plein de super pouvoirs, que finalement le voisin ou la voisine de palier qui prend le RER tous les jours en costume pour aller au bureau. Donc après ce moment de palpitation, nous nous sommes dit comment on fait pour former des gens comme ça, pour créer ces super-héros de la RSE. Et notre premier constat, c'est qu'on n'allait pas y arriver tout seul et qu'il fallait, pour y voir plus clair, faire appel à des experts, et forcément les meilleurs, constituer la A-Team qui, je ne vous le cache pas, sont réunis ici aujourd'hui devant vous, pour essayer de comprendre ce qu'il en est réellement de ce qu'on attend demain
eu égard à ces nouvelles tendances, à ces nouveaux éléments des profils des professionnels de la RSE. Alors, je vais vous les présenter sans plus attendre. Je vais me décaler un tout petit peu, puis je vais commencer par ordre d'apparition. Juliette Deck, vous êtes directrice de la Carbone 4 Academy, spin-off du cabinet de consulting Carbone 4, non moins célèbre. David Mérigonde, vous êtes directeur du département public et non-profit chez Michael Page. France Vassot, qui est associé partenaire du cabinet d'avocats Simons & Simons, avec une expertise en finance durable, ESG et private equity. Sylvain Boucheron, qui est cofondateur et directeur du cabinet BL Evolution, donc spécialisé sur un certain nombre de sujets RSE et en particulier sur la biodiversité. Et Hortense Pellepel, qui a la magnifique idée d'être une ancienne étudiante du Terra Institute, petit clin d'œil, et qui aujourd'hui travaille également chez Michael Page en tant que spécialiste du recrutement des profils en RSE. Voilà. On va sans plus attendre rentrer dans le vif du sujet, et je vais commencer par David. Pour une question qui va poser un petit peu le contexte, parce que effectivement, en tant que cabinet de recrutement, plus Michael Page, vous êtes à la fois un cabinet généraliste, implanté dans un certain nombre de pays. Vous travaillez avec à peu près toutes les typologies d'entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous êtes vraiment aux avant-gardes des besoins des entreprises et des évolutions justement des compétences et des profils. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de l'évolution de ces métiers, de la durabilité, depuis leur apparition, il y a à peu près 20 ans, ce qui est très récent à l'échelle des métiers? Oui, sans difficulté. Alors, sur la Dream Team, il y a un dos qui me fait très mal, donc si vous me voyez faire des rictus, c'est pas par manque de courtoisie, c'est par douleur, mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. Depuis 20 ans, enfin, pour repréciser le contexte, donc je suis directeur de la division publique et non-profit chez Michael Page. J'ai aussi en charge la division RSE dans laquelle Hortense travaille depuis peu, en fait, depuis 6 mois. Sur ce secteur public et non-profit qui est vraiment ma spécialité, parce que la particularité, c'est que comme tous les consultants au démarrage chez Michael Page, on vient tous des environnements pour lesquels on est amené à recruter. Et j'étais DRH dans le secteur public, donc c'est un secteur que je connais particulièrement bien. Et ensuite, j'ai travaillé dans un établissement public qui s'appelle l'ONF, l'Office national des forêts. Donc, quand on parle de diversité, d'environnement, je pense qu'on est globalement au cœur de ces problématiques. L'évolution des métiers de la durabilité, en fait, ils existent depuis très très longtemps, et même depuis plus de 20 ans. Et c'était des métiers qui étaient un peu au cœur de l'écosystème public, dans la mesure où la gestion d'une ville, la gestion d'un établissement public dédié aux enjeux environnementaux, on trouvait énormément de postes en lien avec l'énergie, avec le traitement des déchets, avec une dimension technique, avec une dimension d'intérêt général au service des citoyens. Ces fonctions, elles ont évolué petit à petit. Je dirais qu'il y a une impulsion des pouvoirs publics aussi, et des enjeux réglementaires, et d'une envie de bien-être, le bien-vivre qui est porté par des élus et par des élus locaux. Ça a été l'apparition des écoquartiers, ça a été la question des bâtiments intelligents, et une nécessité à un moment donné de prendre en charge ces enjeux environnementaux et de durabilité dans une logique de service à la population. Pas simplement le service guichet, c'est qu'à un moment donné, comment on améliore un cadre de vie, comment on est plus vertueux, ce qui a nécessité dans des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles d'ingénieurs, des évolutions vers ces questions environnementales. Ensuite, si on fait un petit focus sur le cabinet, donc division qui existe depuis une trentaine d'années. Moi, j'y suis depuis 17 ans. Aujourd'hui, on communique pas trop, parce que l'image du cabinet Michael Page, c'est un cabinet qui est dédié au secteur privé. C'est quelqu'un, la majeure partie de nos effectifs sont dédiés au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, la division publique et non-profit, c'est la plus
grosse division du cabinet. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y avait des besoins de nos clients et on a adapté ces besoins, ou alors je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf, mais en tout cas, on a eu des équipes qui sont dédiées avec que des consultants qui viennent de ces environnements, que ce soit associatifs, que ce soit du secteur public, parce que cette division va recouper ce qu'on va appeler des entreprises à mission, des structures à mission, le monde associatif, le monde médico-social, le monde de l'éducation. Et on va retrouver des candidats, et nos clients vont chercher des candidats qui ont cet ADN à un moment donné, alors que ce soit de la durabilité au sens technique, mais aussi des enjeux d'insertion, des enjeux d'évolution de l'ADN d'entreprise, et qui peut évoluer vers la question de la RSE. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un panel de candidats, de clients et un positionnement du cabinet, où on se pose aussi la question. Ça peut être intéressant de vous faire partager ces réflexions. Division publique et non-profit, c'est un peu fourre-tout, mais en fait, tous les postes qu'on va être amené à recruter, il y a une dimension derrière d'impact positif. Impact positif pour changer à un moment donné la vie des gens, qui est finalement l'ADN du cabinet, et dans notre politique RSE interne et sur les piliers sur lesquels on va s'appuyer, c'est changer des vies. Alors au début, quand on nous disait voilà, le purpose très anglo-saxon, qu'est-ce qu'on fait? On change des vies. Il y a une dizaine d'années, je trouvais que c'était un peu pompeux. Mais en fait, c'est ce qu'on fait réellement. Et en fait, les candidats qu'on va recruter pour ces environnements et pour nos clients, bah, ils sont amenés à changer des vies. Et c'est aussi cette logique de quête de sens, de besoin d'avoir des métiers qui vont répondre à un moment donné à des enjeux qui sont les enjeux attendus. Quand on a fait une enquête en lien avec Ipsos, plus de 90% des salariés attendent que leur entreprise s'engage sur ces questions de durabilité, de RSE, d'inclusion et de diversité. C'est à un moment donné nous nécessiter de se mettre en ordre de bataille par rapport à tout ça et se rendre compte qu'au sein du cabinet, beaucoup de consultants, même sur le secteur privé, et quand je dis même sur le secteur privé, je ne veux pas les mettre en opposition, mais sur le secteur privé, quand on a une division ingénieur, quand on a une division immobilier construction et qu'on parle de structures qui rentrent dans les enjeux d'éco-construction, quand on travaille pour des grands structures dans l'industrie qui aussi font évoluer leur mode de production, bah, on a eu l'idée, c'est de créer cette division RSE, donc, qui est pilotée de manière très opérationnelle par Hortense et par Thomas qui est dans la salle, qui est un peu caché. Et on a un volume de missions, un volume de besoins. Après, la question, c'est de trouver les candidats. Ça, c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'on y reviendra. À la fois sur la question des compétences techniques, mais au-delà des compétences techniques, là, on a beaucoup parlé des soft skills et de finalement tout ce qui n'est pas dans le hard au niveau de l'apprentissage. Et ce qu'on rencontre, c'est que c'est des candidats qui ont un peu chevillé au corps ces enjeux-là. Et ça a été toute l'histoire de la division sur la partie non-profit et sur le secteur associatif, par exemple, avec une logique de professionnalisation. Où on a vu beaucoup de candidats qui venaient du secteur privé, qui étaient intéressés pour intervenir dans le secteur associatif, en se disant, oh, le secteur associatif, c'est le monde des bisounours. Non, c'est pas le monde des bisounours, c'est un enjeu, enfin, c'est des structures challenging, c'est des structures qui sont pas toujours simples à gérer, avec une combinaison de conseils d'administration, avec des gens qui sont totalement inclus dans les causes, ce qui fait à un moment donné qu'il y a parfois un peu une schizophrénie. Il faut être assez solide sur ses appuis. Ceci étant, il faut avoir goût pour ce qu'on fait, en fait. Et c'est cette logique de quête de sens à un moment donné qu'on va trouver. Et les candidats qui vont sur ces métiers de la durabilité, le côté mercenaire, ça marche pas. C'est-à-dire que parce qu'il faut convaincre, il faut faire changer des mentalités, comme au sein de notre entreprise aussi, on a fait changer des mentalités sur les piliers qui sont les nôtres sur notre politique RSE. Et tout est lié. C'est-à-dire que quand on parle de féminisation de notre comité de direction, bah, c'est un enjeu. On veut atteindre la parité qui est dans le monde du conseil et dans le monde du conseil en recrutement, qui est un environnement assez masculin. Ben, on y arrive. Nos enjeux de politique environnementale en interne, c'est faire évoluer les mentalités des consultants pour arriver à être en neutralité carbone d'ici 2026. Ça veut dire changer un parc automobile où les gens avaient quelques habitudes. C'est faire des travaux, et dès qu'on fait des travaux dans nos bâtiments, ben, ça nous coûte un peu plus cher, mais à un moment donné, on veut des bâtiments intelligents, on veut une expérience.
Et tout ça, trouver des candidats, et même quand nous on recrute en interne, c'est pas toujours simple. On est très clairement aujourd'hui sur beaucoup d'offres, et on essaye à un moment donné de combiner ce qu'on sait faire depuis longtemps et ce qui est bien identifié avec ces enjeux RSE, et faire ce lien encore une fois entre la question de la RSE et de l'impact positif. Voilà pour cette introduction. J'espère que j'étais clair. Merci beaucoup, David. Je pense que en complément de cette présentation, Hortense, qui est donc aux manettes opérationnelles au sein du cabinet, est-ce que vous avez des exemples, hein, puisqu'on finit sur le aujourd'hui, hein, si je résume, de ces métiers d'engagement et de sens vers une professionnalisation, une expertisation accrue. Aujourd'hui, c'est quoi les profils des candidats ? D'où viennent-ils ? Où est-ce qu'on les trouve ? Et est-ce qu'il y a des éléments un peu saillants, récents, que vous avez repérés au fil de toutes vos missions avec toutes ces entreprises de tout secteur, puisque tout le monde est concerné ? Absolument. Mais... Oui, merci Céline, et ravie d'être avec vous ce matin. Alors nous, effectivement, avec Thomas qui est dans la salle, on recrute pour les acteurs du privé en RSE, et on rencontre des profils qui sont extrêmement divers. Pardon. Ouais, n'hésitez pas à à parler. Okay. Ouais, beaucoup plus. Donc moi, je suis une ancienne de Terra Institute. J'ai fait ma formation, j'ai été diplômée en 2016, et à l'époque, il y avait très très peu de masters en RSE en France. Depuis, toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs et bon nombre d'universités proposent des masters qui sont généralistes ou qui sont spécialisés. Donc l'offre s'est fortement développée, ce qui est très bien. Donc on rencontre beaucoup de profils qui sont en reconversion, en fait, qui ont une première partie de carrière dans des métiers liés à la finance, aux ressources humaines, à la communication, aux affaires publiques. Donc c'est extrêmement large, qui se sont connectés aux enjeux de RSE, souvent par appétence personnelle, qui ont voulu verdir leur métier en interne, qui ont soit pu trouver un poste RSE ou une double casquette dans leur entreprise, ou faire ce move. Et quand elles ne le trouvent pas, choisissent une formation plus ou moins longue, parfois avec une alternance, pour ensuite se dire je vais trouver un poste 100% RSE dans une autre entreprise et me challenger dans un autre secteur d'activité. Ce qui est très intéressant avec ces profils, c'est que, outre la maturité professionnelle certaine, c'est des profils qui ont souvent fait l'expérience d'une transformation d'entreprise et donc de la conduite du changement, qui est une vraie compétence qu'on recherche aujourd'hui pour les postes en RSE, parce que c'est une fonction transverse qui est amenée à travailler avec l'ensemble des métiers et qu'il faut travailler cette acculturation, s'adapter à des niveaux de connaissances sur le sujet qui sont très différents, des contraintes, des timings qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est très intéressant, et on rencontre aussi beaucoup de profils qui ont démarré en RSE, qui évoluent sur des postes généralistes ou spécialisés et qui ont envie de pousser cette expertise. Donc c'est extrêmement large et passionnant parce que tous les parcours sont très différents. Très bien. Alors, j'ai oublié de présenter Sophie, parce qu'en fait, elle est tellement connue dans mon cœur que je n'imagine pas que quelqu'un ne puisse pas la connaître. Sophie, l'actionnaire, est la directrice des programmes de Terra Institute. C'est donc elle qui porte la lourde responsabilité de faire en sorte que nos formations soient en adéquation avec les besoins des entreprises. Et je vais laisser la parole à Sophie pour rentrer un petit peu dans le vif de nos sujets. Merci Céline, et il n'y a aucun problème. Quand on part en vacances, on oublie toujours quelque chose. Donc voilà, c'était ça. C'était pas le plus important. Ravie d'être là également. Du coup, j'ai un petit peu perdu le fil. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez présenté, David et Hortense, c'est que du coup, ce qu'on observe, en tout cas ce dont vous témoignez, c'est qu'il y a à la fois une multiplication du nombre de postes en RSE. Il y a ce besoin et cette quête de sens de plus en plus présente, à la fois en interne chez les collaborateurs qui sont en entreprise et dans l'expression des besoins des candidats, et du coup aussi des compétences qui évoluent par rapport aux besoins croissants des entreprises en matière de durabilité. Donc il y a vraiment ces trois phénomènes très très larges sur les métiers de la durabilité. Il y a une autre partie prenante qui exerce une pression très forte aussi sur les entreprises, c'est le législateur. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers vous, France, sur cette partie-là. Vous êtes vraiment spécialiste de la conformité, de la réglementation, parmi de multiples casquettes que vous avez sur les sujets de durabilité. Est-ce que vous pouvez du coup justement partager avec nous votre vision des évolutions récentes en matière de durabilité d'un point de vue réglementaire? Est-ce que ça vient nourrir en fait comme nouveaux besoins peut-être auprès des entreprises, chez ces experts de la RSE ou de l'ESG?
Merci beaucoup Sophie. Donc effectivement, donc je suis en charge de la pratique sustainability au sein du cabinet Siemens & Siemens à Paris et au niveau de l'Europe continentale. Donc nous suivons de près en fait les évolutions réglementaires qui ont été très nombreuses ces 5 dernières années sur le sujet donc de la durabilité, puisque le terme maintenant à la mode c'est durabilité, avec une avalanche de textes qui a été assez conséquente, qui a commencé tout d'abord. Bon, il y avait précédemment une première directive qui visait à imposer aux grandes entreprises la mise en place en fait d'une déclaration de performance extra-financière. Cette déclaration de performance extra-financière, en fait, elle a été, c'était en fait un premier texte qui est assez maintenant ancien et qui a été complètement refondu et recréé dans la fameuse CSRD, qui vise à imposer à nouveau aux grandes entreprises, dont le périmètre a été largement étendu. Pas uniquement les très grandes entreprises cotées, on est quand même descendu sur des seuils qui sont relativement faibles maintenant, puisque les PME sont, le seuil juste au-dessus des PME sont concernés. Et vous avez en fait toutes ces entreprises qui jusqu'à maintenant, contrairement aux entreprises cotées qui avaient eu la possibilité en fait de s'adapter en fait au cadre réglementaire, qui avait fait, si vous voulez, qui avait monté déjà une première marche sur la partie notamment risque de durabilité, puisque c'est ce que demandait NFRD, maintenant vont se retrouver à entrer directement dans non plus faire la première marche, le premier étage. On leur demande d'arriver au 30e étage directement, de pouvoir mettre en place tout un plan stratégique pour comprendre en fait quels sont dans leur business model les enjeux en matière de durabilité qui comprennent l'environnement, le social et la gouvernance, avec plus de une dizaine en fait de standards thématiques et avec en fait une contrainte assez forte au niveau des obligations en fait d'information à transmettre. Ça, c'est au niveau des entreprises et là, quel que soit le secteur confondu. Mais l'Europe ne s'est pas arrêtée là, puisqu'on est quand même sur des textes purement européens. Et la première grande évolution en fait est intervenue en 2019 avec SFRD, donc qui vise en fait uniquement le secteur financier, qui a été le premier qui a vraiment été régulé sur le sujet et à qui on a demandé de relever, de faire preuve en fait de transparence sur les choix d'investissement réalisés par les produits financiers. Et quand je vous dis produits financiers, ça va du contrat d'assurance vie au fonds d'investissement, en passant par le produit bancaire. Hein. Tout le monde est concerné. Quand je dis tout le secteur financier, ça va de la caisse de retraite, de la compagnie d'assurance, de la banque, du gestionnaire d'actifs, de l'entreprise d'investissement. Donc tout ce secteur-là, en fait, est soumis à cette réglementation qui les a en plus obligés à catégoriser les produits en fonction de leur degré d'engagement sur la partie environnementale. Donc du coup, le secteur financier a été, on va dire, rapidement, pour des raisons politiques, concerné. Ensuite, on a eu en fait une définition de ce qu'est une activité économique durable avec ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui est venue en fait apporter et détailler tout un cahier des charges en imposant, en fait, en ciblant certains secteurs qui sont considérés comme devant verdir en fait l'économie. Et comme les choses sont plus ou moins bien faites au niveau européen, vous avez des interopérabilités, des interactions entre ces textes avec des fils conducteurs qu'il faut pouvoir suivre. Et les fils conducteurs portent sur notamment les pratiques de bonne gouvernance qui vont bien au-delà de la simple structure organisationnelle d'une entreprise, puisqu'elles concernent par exemple dans SFDR, la notion en fait de cette bonne gouvernance intègre par exemple la lutte contre l'évasion fiscale sur des sujets qui peuvent vous paraître étonnants, ou par exemple la gouvernance va intégrer aussi, par exemple, dans CSRD, des sujets sur la maltraitance animale, sur le bien-être animal. C'est des sujets que vous ne pouvez peut-être pas imaginer que ça rentrerait directement dans la gouvernance. Donc, on est sur des sujets extrêmement variés et des thèmes, en fait, qui vont concerner plus directement les entreprises en fonction de leur business model et en fonction de leur stratégie. Voilà, donc ça, c'est les sujets sur lesquels donc, moi, je travaille au quotidien. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une évolution de postes qui était peut-être initialement plus dans la coordination, dans la stratégie, avec un héritage peut-être, vous le confirmerez ou pas, du coup Hortense et David, de profil plus RH à la base, qui a une vraie évolution ces dernières années. Et dans ce que vous présentez du coup France, ce dont on se rend compte, c'est que maintenant il y a un besoin vraiment de technicité. C'est pas donné à tout le monde de comprendre les textes réglementaires et au-delà de les comprendre, de mesurer et s'approprier quelles vont être réellement les conséquences opérationnelles et la manière dont les entreprises doivent s'en saisir très concrètement pour être en conformité du coup avec les attentes du législateur.
Et vous mentionnez aussi que par le passé, c'était plutôt les grands groupes qui étaient concernés, qu'aujourd'hui, on a des ETI qui sont concernés, et de plus en plus, on sait que la réglementation va évoluer vers des PME, et puis, qui sait, peut-être à terme, toutes les entreprises. Il y a eu une évolution avec la loi Pacte, donc voilà, il y a finalement aussi ce mouvement qui existe. Sur ce sujet, toujours de la technicité, du coup, peut-être Juliette, vous êtes spécialiste de la formation avec Carbon 4 Academy des sujets climat, énergie. Compte tenu de votre expérience, du coup, quelle est votre vision au quotidien aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est sur la connaissance réellement en entreprise de ces sujets? Est-ce que du coup c'est acquis finalement? Est-ce qu'on peut se dire que les sujets carbone, ça y est, on peut cocher la case? Et du coup, si c'est le cas ou pas le cas, en tout cas, c'est quoi les leviers à activer à court et à moyen terme? Oui, c'est bon, c'est fait. Rentrons chez nous, partons en vacances. En résumé, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est qu'on est sur la fin d'une grande ère de vague de sensibilisation en entreprise, et que c'est seulement le début de la vraie formation qui commence pour l'évolution des fiches de poste et des compétences. Je disais là le dernier baromètre RSE de vendredi, et donc 2 chiffres intéressants à partager. Il y a 89% des entreprises interrogées, donc ce n'est pas toutes les entreprises, mais c'est quand même un sacré panel représentatif, qui ont déjà mené des actions de sensibilisation de leurs équipes. Donc 89%, c'est quand même très important, hein. On pense à toutes les fresques du climat, etc., qui ont été déployées. Donc on est vraiment sur la fin de cette vague qui a été quand même très très positive, hein, qui est assez unique même en France par rapport à d'autres pays dans le monde, même au niveau européen. En revanche, il y a seulement 17% des entreprises répondantes qui ont mené des actions de formation spécialisée. Voilà, donc on est sur 90% de gens d'entreprises sur la sensibilisation, contre seulement 17% qui ont mené des actions de formation spécialisée. Et donc aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de baguette magique de la transition. Ça demande beaucoup de travail au quotidien. Ça demande que de plus en plus de personnes soient impliquées avec des maîtrises de nouvelles compétences, que ce soit de la comptabilité extra-financière, que ce soit les nouvelles réglementations, que ce soit de l'analyse de risque, que ce soit de l'analyse des fournisseurs, de toutes les chaînes de vulnérabilité voilà. Et donc ça va demander qu'il y ait beaucoup d'évolution de fiches de poste, de compétences. Ça ne peut pas passer que par le recrutement. Il va falloir former des équipes métiers en interne. Et là, on en est vraiment au tout début de cette histoire. Et je pense que là, les RH ont un rôle quand même très fort à jouer, parce que dans le débat public, le mot de planification s'est pas mal imposé ces dernières années, sur le fait que voilà, la transition écologique, ça demande de la planification à long terme. Je pense que on peut aussi utiliser ce terme dans l'entreprise. Je pense qu'on en a besoin, sur le fait de planifier l'évolution des compétences métier par métier, parce que la sensibilisation, ça peut concerner tout le monde, mais dans la transition, il y a vraiment l'idée de se dire qui va faire quoi concrètement pour réussir notre plan d'action. Qu'est-ce que vont faire les commerciaux? Qu'est-ce que vont faire les acheteurs? Qu'est-ce que va faire le marketing? Qu'est-ce que va faire la communication? Qu'est-ce que va faire la direction financière? Donc voilà, il y a vraiment ce besoin-là très important d'évolution des fiches de poste, parce que tant que les fiches de poste n'évoluent pas, on ne peut pas espérer qu'il y ait des évolutions significatives dans les entreprises. Et pour conclure, je dirais qu'il y a aujourd'hui 3 cibles, on va dire, de populations qui sont encore qui ont un grand besoin de formation, on va dire prioritaire de mon point de vue en entreprise. Il y a les COMEX et les directions générales, parce qu'on ne peut pas espérer que les entreprises évoluent si la direction ne porte pas une certaine vision de la transition. Il peut se passer pas mal de choses sur les échelons intermédiaires, mais il ne peut pas y avoir de réel, on va dire, embarquement des équipes par rapport à ça, parce qu'il y aura toujours des conflits, sinon d'intérêt, entre les objectifs financiers et les objectifs extra-financiers. Donc si la direction n'est pas impliquée, c'est quand même un gros problème. Et après, il y a 2 directions pour moi, enfin, il y a 2 grandes pools de personnes qui sont très importants. C'est la direction financière. Aujourd'hui, justement, là, on a une chance avec la CSRD, c'est qu'ils sont de toute façon impliqués pour ces évolutions réglementaires. Et donc, c'est vraiment une chance, parce que c'est des gens qui sont aux manettes des investissements, des CAPEX, des OPEX. Et on sait que s'il n'y a pas ça qui est mobilisé aussi en entreprise, ça ne peut pas vraiment évoluer. Et c'est des gens qui sont très peu sensibilisés, très peu formés, en tout cas de ce que je vois sur ces sujets. Et après, il y a aussi tout le public marketing, qui a aussi un pouvoir très fort au sein des entreprises pour la définition des produits. On y reviendra sur la nécessité de repenser les usages finaux, de repenser les produits et services qui sont portés par les entreprises. Donc je pense que la direction marketing aussi, ça fait partie d'un public cible vraiment prioritaire, je veux dire, sur la partie formation. Peut-être juste 2 questions complémentaires, Juliette. Première question, sur le sujet du carbone. En fait, les besoins de formation en tant que tels, ils sont sur
réaliser un bilan carbone, mettre en place une stratégie bas carbone ou commencer à s'approprier et mettre en place une stratégie d'adaptation climatique? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est quoi le niveau de technicité, d'expertise que vous pensez nécessaire de délivrer dans ces formations? Est-ce que, pour appréhender ces sujets en entreprise aujourd'hui, on a du coup tout type de profils, pas nécessairement des profils scientifiques, ingénieurs, qui vont être capables de maîtriser le cycle du carbone, etc. Est-ce que du coup ça, c'est nécessaire ou pas? Et du coup, comment est-ce que vous construisez finalement ce type de formation? C'est quoi vraiment le niveau de complexité ou d'expertise qu'il faut amener, en tout cas à court terme? Excellente question. Encore une fois, ça dépend du public en fait, parce qu'on a des besoins à la fois de formation très très expertes pour des publics qui vont être vraiment le main dans le cambouis sur la déclinaison vraiment technique du sujet, et des formations qui vont plutôt être sur l'animation des collectifs pour vraiment créer des communautés en interne de personnes qui vont agir ensemble au service de ce sujet. Donc je dirais que c'est quand même assez variable, et donc justement c'est la nécessité de répartir un peu les efforts et de se dire qui doit savoir faire quoi. Et tout le monde ne doit pas savoir faire quoi. Donc il y a vraiment différents niveaux d'expertise à décliner en entreprise, entre les gens qui sont notamment en direction RSE, qui doivent vraiment maîtriser de façon totale la partie comptabilité carbone, mais aussi la partie comptabilité biodiversité, qui est tout aussi importante. Par contre, il y a des gens, par exemple, qui vont être concernés par les mesures d'empreinte carbone, qui doivent savoir lire, interpréter un chiffre d'empreinte carbone, mais qui ne doivent pas avoir un niveau d'expertise de calculer de façon autonome le périmètre de l'empreinte carbone. Donc voilà, c'est ces niveaux un peu précis, on va dire, de déclinaison des expertises qu'il faut vraiment mettre en œuvre aujourd'hui. Un exemple, par exemple, de formation qu'on est en train de faire, pour une banque régionale, on forme l'ensemble de leurs chargés d'affaires sur ces thématiques de transition. Donc là, les chargés d'affaires, c'est des gens qui sont au quotidien en train de négocier les prêts avec des clients entreprises. C'est la partie banque d'investissement, banque régionale. Du coup, ces personnes, en fait, on a essayé de comprendre c'est quoi l'évolution de leur fiche de poste par rapport à la transition. Et donc, c'est des gens qui sont en contact direct avec les clients entreprises. Ils ne doivent pas maîtriser 100% de la stratégie bas carbone de l'entreprise. Ils doivent avoir envie de discuter de ce sujet. Et après, ils doivent savoir poser les bonnes questions de la part des entreprises pour remonter les bonnes données, pour que derrière les équipes green des banques se disent est-ce que c'est OK ou pas d'aller accorder ce prêt à telle entreprise, et comment est-ce qu'on peut les accompagner dans la transition. Et donc, en gros, sur ce genre de formation, c'est un peu des troncs communs sur la partie énergie, climat, transition plus générale, mais on les fait travailler, par exemple, sur des pitchs clients, pardon pour le mot anglicisme un peu, mais pour vraiment, comment est-ce qu'ils vont parler transition à leurs clients, et c'est quoi les grilles d'analyse, c'est quoi les typologies de données qu'il va falloir qu'ils remontent pour que derrière les services qui sont eux ultra experts sur la partie transition se disent oui ou non, on accorde le prêt, à quelles conditions, et surtout on va peut-être pousser telle et telle solution pour aider l'entreprise à se décarboner. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, il faut maintenant être beaucoup plus précis sur qui doit faire quoi au service de la stratégie de l'entreprise, et du coup ça demande telle évolution de compétences. Merci. Et intéressant de noter là aussi, du coup, dans l'exemple que vous venez de présenter, à quel point désormais c'est bien toute la chaîne de valeur de l'entreprise qui est concernée, et du coup à chaque maillon de cette chaîne de valeur, toutes les parties prenantes concernées, en amont et en aval à toutes ces étapes-là. Merci pour l'exemple. Merci Juliette. Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé du climat, on en parle toujours beaucoup, du carbone. Puis il y a un sujet qui a commencé à popper un peu ces derniers mois, et d'un coup, on a l'impression qu'il est dans toutes les bouches, un peu comme si on s'était réveillé un matin en disant « on a oublié quelque chose ». C'est la biodiversité. Alors là, je me tourne vers Sylvain. Est-ce qu'on a raison de se dire que les entreprises ne s'en sont jamais préoccupées et s'en saisissent un peu mis au pied du mur à l'aune de l'évolution de la réglementation, et puis à l'aune aussi de la réalité des changements du vivant, on constate tous la disparition accélérée d'espèces, encore plus que ces derniers milliards d'années réunis. Et aujourd'hui, face à cette révélation, donc est-ce que c'est vraiment une révélation, ou est-ce que de fait certaines typologies d'entreprises s'en saisissent depuis plus longtemps,
Et aujourd'hui, elles en sont où, les entreprises, et qu'est-ce qu'elles font sur le sujet de la biodiversité? Question qui, bien sûr, va ouvrir à quoi ressemble l'expert biodiversité en entreprise. Merci pour l'invitation et pour avoir mis à l'honneur ce thème de la biodiversité sur lequel effectivement on est mobilisé depuis un peu plus de 10 ans. Déjà revenir peut-être sur de quoi on parle quand on parle de biodiversité dans le monde de l'entreprise, ça me semble important puisqu'il faut casser un petit peu cette image d'ours blanc, d'ours polaire qui est perdu sur la banquise et qui disparaît, ou de rhinocéros également que l'on fait... que le braconnage fait disparaître dans différents coins du monde, et bien comprendre que quand on parle de biodiversité, on parle de l'ensemble du vivant sur Terre. Donc vous en faites partie. C'est tous les animaux, bien sûr, pas que ceux qu'on voit à la télé. C'est aussi les plantes qui sont à côté de chez vous. C'est tous les bactéries que vous avez dans votre corps. Vous savez que dans votre corps, vous avez 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Donc vous êtes vous-même un support à bactéries, finalement. Et tout ça, c'est absolument nécessaire à notre vie, à notre survie. Tout ce que vous mangez, ça vient de la biodiversité. Si vous mangez des cailloux, vous n'allez pas survivre très longtemps. Donc tout ça, c'est absolument nécessaire. Les bactéries vous aident à digérer, d'ailleurs. Et on sait aujourd'hui qu'avec les polluants chimiques avec lesquels on est en contact un peu tous les jours, ça déstructure le microbiote que vous pouvez avoir dans les intestins et ça génère beaucoup de maladies. Donc on a besoin de garder un équilibre de nos relations avec le vivant. L'air que vous respirez en ce moment, ça a été probablement produit par les quelques arbres que l'on a à Paris ou d'autres plantes. Beaucoup d'espèces, les cyanobactéries en particulier, dans les océans produisent de l'oxygène, et c'est un des principaux responsables. Donc on pense aussi parfois que dans l'océan, il n'y a que des poissons surexploités. Pas que du tout, il y a énormément d'espèces vivantes et qui sont tout à fait nécessaires à notre survie nous-mêmes. Donc c'est un peu trop concentré de dire ça, mais ça permet de prendre conscience que la biodiversité, c'est tout à fait vital pour la survie de l'espèce humaine. Elle est aussi vitale pour l'économie, puisqu'on se rend compte que l'ensemble des activités économiques dépendent de la biodiversité. Je parlais de la nourriture tout à l'heure, mais donc toutes les activités qui tournent autour de l'agroalimentaire dépendent de la biodiversité. Les tissus, les vêtements que vous portez aujourd'hui, ça vient de la biodiversité, le coton, la laine, etc., c'est issu de la biodiversité. Le bois avec lequel on a fait le parquet, les chaises, etc. Donc en fait, tous les secteurs économiques vont dépendre de la biodiversité, d'une biodiversité qui fonctionne bien. Donc ça, c'est une prise de conscience qui est en train de se faire petit à petit. Ça reste relativement récent que dans l'opinion publique, on se préoccupe de la biodiversité, alors que pendant longtemps, c'était un sujet d'experts ou un sujet de quelques espèces en danger sur lequel il y avait un reportage le vendredi soir à la télé, alors qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est bien l'ensemble de notre quotidien et l'ensemble de nos économies qui sont percutés par cette disparition de la biodiversité. Alors d'où ça vient cette disparition? Il y a eu un rapport qui, à mon avis, a participé à cette prise de conscience générale sur la question de la biodiversité qui a été publié en 2019. Donc c'est relativement récent, un rapport de l'IPBES, qui est un groupement mondial d'experts qui, comme le GIEC, a fait une évaluation mondiale des écosystèmes à ce moment-là et qui a montré déjà l'état assez dégradé de l'ensemble des écosystèmes sur Terre, et un peu partout sur la planète d'ailleurs, pas que dans les villes très urbanisées, mais absolument partout sur la planète, on a perturbé par nos activités les écosystèmes, et qui a montré qu'il y avait 5 facteurs d'érosion majeurs sur la biodiversité. D'abord, le changement d'usage des sols, l'artificialisation, qui est le premier facteur de disparition des habitats et de déstructuration des écosystèmes. Le deuxième sont la surexploitation des ressources. Donc, on pense souvent à la surpêche, mais toutes les ressources peuvent être concernées, et beaucoup sont concernées par cette question-là de surexploitation. Le changement climatique, bien sûr. La question des pollutions. Pollution plastique, pollution chimique, pollution lumineuse, pollution sonore, toutes les pollutions viennent aussi perturber et faire disparaître des espèces. Et puis la question des espèces exotiques envahissantes, c'est le fait de trimballer un peu partout sur la planète des espèces qui n'étaient pas forcément présentes dans tel ou tel endroit. Et donc on les amène, elles n'ont pas de prédateurs et donc elles se développent et elles déstructurent aussi les écosystèmes et ça participe de manière très importante à l'érosion du vivant. Alors tout ça, ça a un impact, et maintenant on commence à le voir de manière assez concrète dans les entreprises, et ce qui fait qu'on a aussi une réaction, mobilisation qui émerge sur le sujet de la part du monde économique. Pendant longtemps, c'était resté finalement le sujet de quelques entreprises, de quelques secteurs d'activité. Par exemple, le secteur de l'aménagement, puisqu'il y avait des contraintes réglementaires. En France, par exemple, la loi de 1976 qui demandait à ce que la destruction
d'espèces soient compensés. Donc tous les projets d'aménagement devaient faire une étude d'impact et des programmes de compensation. Donc du coup, le secteur du BTP s'est un petit peu mobilisé en avance de phase. Un autre secteur également s'est mobilisé, c'était le secteur des cosmétiques et du luxe, puisqu'ils se sont bien rendus compte assez vite que les fleurs rares qui faisaient la rareté de leur parfum et donc le prix important qu'on était prêt à payer pour l'avoir, si il y avait des dégâts sur les quelques plantations ou les quelques zones sur lesquelles les plantes étaient récoltées, étaient dégradées, du coup elles perdaient directement leur matière première. Donc il y avait quelques secteurs qui se sont préoccupés un petit peu en avance de phase de ce sujet, et la mobilisation un petit peu plus globale date de ces 2-3 dernières années, où effectivement on voit des entreprises d'un peu tous les secteurs qui commencent à se sensibiliser. On est encore loin de la mobilisation que l'on a sur le climat, mais en tout cas on voit émerger des exemples très intéressants dans différents secteurs. Récemment, là, on a une entreprise du secteur de l'immobilier commercial qui a pris l'engagement de ne plus construire de nouvelles infrastructures sur des zones qui ne soient pas déjà artificialisées. Donc ça, c'est extrêmement fort comme prise d'engagement, et ça correspond bien à un de leurs enjeux principaux. Vous avez des entreprises, par exemple, dans l'agroalimentaire qui ont décidé de revoir leurs produits, des plats préparés, et de rentrer dans une logique de saisonnalité, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était une des problématiques qu'ils avaient d'avoir des produits qui soient de saison. Mais donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, ça demande à revoir complètement en profondeur leur business model, leur métier, puisque avant vous aviez jeté des tomates toute l'année. Maintenant, il va falloir faire une recette pour la saison des tomates, puis une recette différente avec d'autres produits pour continuer à essayer d'acheter en local, et donc d'avoir des logiques de logistique, d'approvisionnement, même de marketing qui vont être différentes tout au long de l'année. Et donc ça change de manière assez profonde l'ensemble de leur business model. Et d'autres entreprises, par exemple dans le secteur plutôt santé médicale, une entreprise qui s'appelle Mustela, vous pouvez retrouver, c'est assez documenté sur Internet, et qui explique qu'aujourd'hui, ils revoient les produits, la composition de leurs produits, en tenant compte des ressources disponibles localement. C'est une entreprise mondiale, et elle rentre dans une logique finalement de localisation, en se disant, mon produit, il faut qu'il soit fabriqué à partir de ressources que l'on trouve au niveau local dans les grandes régions du monde, pour éviter de devoir trimballer d'un bout à l'autre des matières premières. Et donc on voit des exemples d'entreprises qui commencent à se préoccuper de manière assez sérieuse du sujet de la biodiversité. Peut-être pour conclure, ce qui est important aussi d'avoir en tête, et ce que l'on oublie, je crois, malheureusement un petit peu souvent, c'est que il y a 2 enjeux très importants qu'il va falloir avoir en tête. C'est la nécessité de massifier tout ça. On a quelques exemples d'entreprises qui s'engagent, mais comment est-ce que très vite on a toutes les entreprises de tous les secteurs qui s'engagent? Je ne vais pas donner d'exemple, mais on a aussi les entreprises, les fonds d'investissement qui commencent à développer des fonds à impact sur les questions d'écosystème, etc. Donc la question de la massification et la question de la rapidité à agir, puisque sur le climat, on a des objectifs à 2030. Sur la biodiversité, vous avez peut-être suivi la COP 15 qui s'est tenue à Montréal il y a 2 ans, qui a donné les grands objectifs mondiaux à atteindre pour 2030 sur la biodiversité. Donc on est sur 2030. Il faut un des objectifs, c'est pas de perte nette, donc arrêter l'érosion des écosystèmes. Il y a 23 cibles qui sont ciblées. Donc tout ça, il faut arriver à le mettre en œuvre d'ici 2030. C'est extrêmement court. Et donc toutes ces transformations doivent se faire sur un pas de temps extrêmement rapide. Il faut aussi qu'on le garde en tête. Merci Sylvain. Je rebondis justement sur ce dernier constat, parce que on parle de tendances récentes, mais finalement, quand on regarde les rapports scientifiques, ça fait plus de 50 ans qu'on sait qu'il faut qu'on change un certain nombre de choses. Et on a quand même un sujet, alors d'abord de prise de connaissance, de prise de conscience, de volonté de s'emparer des sujets. Et puis, plus récemment, on a l'impression qu'on a aussi un problème d'atterrissage. C'est-à-dire que quand bien même, OK, on a compris, on voit où on en est, on voit à peu près ce qu'il faut faire, il faut quand même y aller. Quand on se remet à l'échelle des métiers et des compétences, on a l'impression que pendant très longtemps, on avait d'un côté les scientifiques et les ingénieurs qui faisaient des rapports, qui travaillaient pour les bureaux d'études, qui utilisaient des outils de mesure, etc. Et puis les gens de l'entreprise en charge d'en faire quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des profils un peu plus hybrides qui ne sont pas forcément des scientifiques et des ingénieurs de formation, mais qui ont une appétence en fait, pour intégrer, comprendre et interpréter des données nombreuses, techniques, pointues, mais qui ont également une connaissance et peut-être une expérience suffisante de l'entreprise
pour en faire quelque chose et pour traduire toutes ces données voilà, dans un plan d'action concret et à court terme. Et du coup, ce serait intéressant d'avoir à cette question la réaction de Michael Page et puis peut-être après de revenir pour chacun des secteurs que représentent France, Juliette et Sylvain, une réponse un peu concrète et adaptée à la thématique. Hortense, je vous laisse la parole. Sur les profils à nouveau ou sur les postes, Céline ? Sur le fait qu'on ait l'émergence de ces profils hybrides Oui. qui soient à même voilà, d'être techniques et presque ingénieurs ou scientifiques, mais qui ne sont pas forcément de formation et qui en tout cas ont cette capacité à faire atterrir. Et pour faire atterrir de manière opérationnelle et concrète au sein d'une entreprise, il faut quand même maîtriser un certain nombre de maillons de la chaîne de valeur. Et donc, qu'est-ce que ça donne en termes, je descends, de profils, mis à part Superman, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui ce genre de personnes et qu'est-ce que ça demande en termes de qualité? Oui, alors c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des profils qui sont en reconversion, qui ont une première expertise qui va être intéressante et qui ont développé aussi des soft skills, on va dire, qui sont transférables vers les métiers de la RSE. Pour vous donner un exemple, chez Page, nous, on évalue les candidats dans 3 domaines. Le premier qui est la technicité pour le poste, le deuxième qui est la motivation pour rejoindre un projet, un environnement, et le troisième qui est les soft skills. Et c'est vraiment cette partie-là qui peut faire la différence entre 2 profils. Outre la compétence technique, on cherche des personnes qui sont agiles, qui sont adaptables, qui ont fait l'expérience de la conduite du changement, qui ont un excellent relationnel, qui savent se rendre visibles, qui savent fédérer des équipes pour justement aller trouver aussi les bonnes expertises en interne quand elles sont plutôt dans la coordination et qu'il n'y a pas forcément de savoir technique, mais c'est des chefs d'orchestre. Ça dépend évidemment du poste en RSE. Et donc voilà, on a beaucoup de profils en reconversion, beaucoup de personnes qui ont démarré en RSE, et on a aussi des personnes voilà, qui sont des chefs d'orchestre et qui vont s'appuyer sur un conseil externe de manière ponctuelle pour défricher un sujet, parce que y a un existant qui est plutôt mince sur le sujet dans l'entreprise. Et donc voilà, comment est-ce que je construis, comment est-ce que je me lance? Je vais d'abord me tourner vers un prestataire externe et ensuite on va essayer de construire une démarche ensemble, et quand le stade sera un petit peu plus mature, eh bien, je vais peut-être recruter quelqu'un qui va être expert sur cette question, ou alors quelqu'un qui est comme moi un peu généraliste et qui va aussi conduire le changement en s'appuyant peut-être à nouveau sur un conseil ou alors sur d'autres départements de l'entreprise. Donc ça dépend vraiment du sujet en RSE et puis beaucoup de l'ambition aussi derrière la création de ces postes. Et évidemment du stade de maturité. David? Oui, juste pour compléter ce que vient d'évoquer Hortense, et ce qui est effectivement une réalité. En fait, le profil dont vous parlez, il n'est pas encore tout à fait en entreprise, en fait. Il est encore dans les cabinets de conseil. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup, on a beaucoup de missions pour des cabinets de conseil de consultants RSE, consultants en agis, qui n'existaient pas pour le coup il y a 10-15 ans. Et en fait, c'est des gens qui vont faire le lien avec les besoins de l'entreprise. Mais l'intégration, même dans l'entreprise, avec cette expertise, c'est un peu plus compliqué à trouver, mais ça va venir. Et c'est la logique de prise de conscience que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à infuser cette nécessité au sein des entreprises. Finalement, le secteur public, il l'a fait depuis longtemps, parce qu'il y avait une réglementation, ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, portée et obligatoire, mais il l'a fait aussi beaucoup pour une raison. C'est l'usager, le citoyen, les associations de défense de l'environnement, une nécessité d'être réélu. En fait, à un moment donné, il faut aussi se dire les choses au niveau du secteur public local. Aujourd'hui, les entreprises, où finalement ce qui s'y passait pendant longtemps, bon, ok, il s'est passé des choses, mais à la limite, c'est l'entreprise, un peu fermée, un peu cloisonnée, un peu secrète. Aujourd'hui, c'est plus des associations, c'est des candidats. C'est des candidats qui disent que 66% d'entre eux aujourd'hui peuvent refuser une offre à partir du moment où l'entreprise dans laquelle ils postulent présente pas une politique RSE, alors peut-être que sur le papier, mais ça c'est un vrai enjeu. Et à un moment donné, les gens sont très clairement évalués et les entreprises sont évaluées par des candidats. Et c'est la problématique du recrutement en général et au-delà de la RSE, c'est que pendant longtemps, celui qui avait la main mise sur le recrutement et celui qui pilotait le recrutement, c'était l'entreprise. Le candidat était captif,
aujourd'hui, les candidats choisissent leur poste, choisissent leurs entreprises, et que finalement, enfin, c'est peut-être naïf, c'est peut-être trop positif par rapport à ce qu'on se dit là, mais je pense que c'est un mouvement de fond où demain, la prise de conscience des COMEX que vous évoquez qui doit intervenir, demain, il n'y aura plus de candidats, et c'est pas simplement sur les postes en RSE, en durabilité, c'est si on ne s'est pas affiché. Donc il faut intégrer ces compétences et il faut les porter, comme le secteur public l'a fait à un moment donné, pour d'autres raisons, mais finalement c'est une raison d'attractivité et de séduire et d'être dans les clous. Voilà. Pour reboucler. Ouais, on voit que les problématiques finalement des entreprises sur ces sujets sont vraiment protéiformes. Les profils des candidats sont extrêmement variés et c'est pour ça qu'on a cette tentation de parler de super-héros ou de couteau suisse ou de mouton à 5 pattes, parce qu'à un moment donné, de toute façon, le candidat et l'entreprise qui ferait l'alpha et l'oméga de tous les sujets n'existent pas encore, en tout cas. Il y a un autre élément, du coup, Sylvain, que vous avez évoqué, c'est celui de la biodiversité, qui était quand même un peu l'éléphant au milieu de la pièce et dont on a pris conscience peut-être un peu trop tardivement. Il y a d'autres sujets, peut-être que les entreprises ne se posent pas suffisamment. Derrière les sujets justement climat ou énergie, Juliette, où on a l'impression qu'il y a une maturité qui est beaucoup plus importante et en tout cas une prise de conscience beaucoup plus ancienne sur ces sujets-là. Enfin, ancienne, on se comprend et on met des gros guillemets. Vous, quelle est votre vision par rapport à ça? C'est quoi les questions aujourd'hui que les entreprises se posent peut-être pas suffisamment encore sur ces sujets? Déjà un constat encourageant, je pense qu'il faut toujours commencer par ça, c'est que quand même moi, depuis que je suis rentrée à Carboncast, c'est-à-dire en 2015, et maintenant, c'est quand même le jour et la nuit dans nos discussions avec les entreprises. Je veux dire, nous en 2015, voilà, on était perçus comme des gens sympathiques, certes, mais légèrement marginaux. On avait très peu d'interlocuteurs dans les entreprises. Aujourd'hui, le sujet, il est vraiment remonté de deux crans stratégiques. C'est ce que révèle d'ailleurs ce même baromètre RSE que je citais précédemment, mais c'est qu'il y a de plus en plus de directions RSE qui sont associées aux directions COMEX. Voilà, le sujet, grâce notamment à la réglementation, il faut toujours le souligner, il n'y a pas de... Il n'y a aucun mouvement de fond sans réglementation. Voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment, il faut défendre la réglementation, parce que là, il y a vraiment l'ombre du backlash écologique qui plane partout. Il faut absolument défendre la réglementation en apportant des contreparties sociales. Bon, là, je m'écarte sur un débat plus démocratique et politique, mais la réglementation est absolument fondamentale. Donc, il y a un constat qui est quand même très encourageant. Aujourd'hui, peut-être deux exemples de choses qui sont encore des grands chantiers à mener. Je dirais que dans la perception des choses, dans la vision des choses, il y a le fait que la transition, ni le dérèglement climatique d'ailleurs, ne sont pas des phénomènes linéaires. Je m'explique, sur la transition, il y a encore vraiment l'espèce de mythe que l'économie bas carbone de demain, ça pourrait être l'économie d'aujourd'hui qu'on aurait décarbonée. C'est-à-dire qu'on prend exactement les mêmes produits et services, on va tout décarboner en mettant de l'efficacité énergétique partout, en mettant des renouvelables partout, et ça va nous emmener gentiment en ligne droite, directe, en 2050, dans une économie qui sera parfaitement neutre en carbone. Ça, c'est absolument zéro chance d'arriver, parce que l'économie de demain, c'est des nouveaux produits et services, c'est les entreprises qui apparaissent, les entreprises qui disparaissent, et donc il y a clairement aujourd'hui la question fondamentale de... c'est un mot un peu valise, mais de repenser le business model et de s'interroger surtout sur l'usage de ce qu'on propose, quels sont les usages finaux, quelque part, que desservent nos produits et services. C'est le grand drame absolu en ce moment de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion sur les usages finaux. C'était pareil avec la 5G, c'est-à-dire qu'on fait de la 5G pour la 5G, mais pourquoi faire? Là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un mouvement énorme. Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'y attaquer de très très près. Mais si c'est pour faire des frigos connectés, pardon, mais c'est une catastrophe. Et en ce moment, là, il y a je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution d'empreinte carbone des grands majors de l'entreprise numérique. C'est une catastrophe. Il y a Google qui se prétendait pouvoir être neutre en carbone en 2030, je crois, est en train de voir sa consommation, son empreinte carbone exploser parce qu'en fait, il y a les data centers qui poussent comme des champignons. Personne ne régule, personne ne débat sur l'intelligence artificielle. Vous avez des forums gigantesques comme Vivatech qui mettent en piédestal des gens comme Elon Musk, mais
enfin, je veux dire, sans aucune remise en question de pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce que c'est un intérêt social, est-ce que ça répond à des usages fondamentaux des personnes. Enfin voilà, là je prends un exemple très actuel parce que je pense qu'il y a une urgence absolue à s'intéresser au numérique qui est très très peu réglementé par rapport à la finance par exemple qui a connu cette vague de réglementation. Je pense qu'il faudrait faire exactement la même chose pour le numérique. Là encore je m'écarte un peu du débat pour parler d'un peu plus débat politique. Mais donc voilà, donc c'est aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont fixées des objectifs donc, de réduction de leur empreinte carbone. Donc on a des magnifiques lignes droites qui font comme ça. Et elles ont par ailleurs des objectifs de croissance qui font comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un phénomène de croisement des courbes où on se dit « Ah bah mince, oui, c'est pas possible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an en faisant 3 à 4% de croissance par an. » Bah oui. Le découplage, c'est un vaste sujet. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là de cette foi un peu aveugle dans la technologie et du fait que sans remise en question un peu de nos usages et sans remise en question de la croissance et de la sobriété, enfin de la nécessité de la sobriété, voilà, c'est des choses qui sont encore pas perçues en entreprise. L'autre exemple que je voulais citer, c'est celui de l'adaptation au changement climatique, qui est donc comment est-ce qu'on fait face aux conséquences du dérèglement climatique. Là, c'est pareil, il y a vraiment on est au début de la prise de conscience en entreprise, vraiment début, alors qu'il y a des risques financiers absolument majeurs, parce que pour le coup, c'est pareil, le futur n'est pas la tendance du passé, du tout. Donc en fait, aujourd'hui, les quelques modèles de risque qui existent dans l'entreprise se disent c'est bon, on est assuré, on a pris en compte des modèles climatiques, on connaît, on va changer la clim, c'est bon, ça va suffire. Ça ne suffira pas. On est sur des évolutions non linéaires dans tous les sens du climat et les entreprises ne sont pas du tout préparées aujourd'hui aux conséquences du changement, du dérèglement climatique, en direct et en indirect, et aux conséquences financières que ça peut avoir. Donc voilà, donc il y a un changement un peu encore de vision, de paradigme qui n'est pas encore bien instauré. Et je voulais juste prendre le temps de citer une dernière inspiration, enfin quelque chose qui m'a beaucoup inspiré récemment. J'ai lu un article d'un chercheur de l'INRAE qui s'appelle Olivier Amand, c'est un article de Rivage, et qui disait qu'aujourd'hui on est bloqué dans ce modèle de surperformance au niveau des entreprises et qu'il faut plutôt basculer sur des modèles de type robustesse en s'inspirant notamment de la nature. Parce que je vous cite parce que j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Il nous dit que le vivant est tout sauf performant et c'est probablement dans la sous-optimalité avérée que réside la clé de sa robustesse, puisqu'il dit, bon, bref, il y a une phrase que je relirai un peu plus tard, peut-être s'il la retrouve. Mais en gros, il disait que voilà, la nature s'est vraiment construite en phénomène sous-optimal et que c'est ça qui fait sa force, c'est qu'elle est très adaptable. Et donc, un exemple par rapport à ça, la photosynthèse, par exemple, c'est 1% de rendement au niveau des plantes. Quand vous comparez avec n'importe quel panneau solaire, c'est ridicule comme rendement. Mais c'est ça qui a permis aux plantes de s'adapter à toutes les conditions possibles parce qu'elles sont sous-optimales par nature. Et donc, voilà, ces nouveaux concepts de robustesse, de résilience, je pense qu'il y a beaucoup de choses en termes d'inspiration à diffuser au sein des entreprises. Merci beaucoup pour ce complément et l'énergie largement renouvelable que vous y avez mis aussi. Je crois que France, vous aviez envie de réagir au moment où Juliette parlait, peut-être sur la partie réglementaire, politique peut-être aussi. Et puis il y a un mot qu'on a évoqué depuis le début de la table ronde, mais qu'on n'a pas creusé, c'est celui de la donnée. Et du coup, j'aimerais bien que vous réagissiez aussi sur ce sujet-là. Et du coup, c'est quoi les enjeux ? Alors, je vais peut-être commencer plutôt par la donnée, parce que ça, c'est un sujet clé. C'est un sujet clé qu'il faut voir en fait en 3 dimensions. Puisque le cadre réglementaire, comme je vous l'ai dit, est fondé sur une obligation de transparence, avec un cadre et des définitions en fait de comment calculer des émissions, par exemple carbone. Ça, c'est maintenant marqué dans les textes de loi. Comme par exemple aussi tout ce qui concerne la parité, vous avez aussi des indicateurs qui sont mentionnés dans les textes, sur lesquels en fait vous avez des agrégats et qui s'appliquent. Donc du coup, cette obligation de transparence en fait, se traduit par une publication de données
une publication de données qui aura été préalablement auditée, puisque dans CSRD, le rapport de durabilité, donc, comme vous le savez, est soumis en fait à un contrôle soit par un commissaire aux comptes, soit par un organisme tiers indépendant. Donc, qui maintenant, en tous les cas en France, ce sont 2 métiers qui sont soumis en fait à une autorité de tutelle, qui est la haute autorité de l'audit, qui a été instituée depuis le 1er janvier 2024. Donc, à l'heure actuelle, vous avez un régulateur de ceux qui vont auditer, avec des conséquences en responsabilité civile professionnelle qui ne sont pas nulles. Et à l'heure actuelle, une mise en place notamment de plans, enfin moi je le vois au niveau du barreau de Paris, avec la mise en place en fait de plans de formation des professionnels, notamment du droit, puisque comme vous le savez, les organismes tiers indépendants peuvent être des avocats. Ça, c'est un premier point, donc cette donnée qui est auditée, certes, mais aussi publiée. Et cette publication, il ne faut pas la négliger, parce que cette publication, non seulement elle est publiée sur le site internet des sociétés, je rappelle qu'il y a une obligation sur le site internet qui est généralement, je dirais, la boutique la moins bien traitée par les entreprises, et c'est souvent très dommage, en dehors des entreprises cotées qui, elles, ont bien compris depuis longtemps qu'il fallait qu'elles fassent super attention à ce qu'elles mettaient sur leur site internet. La plupart des entreprises ne réalisent pas, et je passe pour ma paroisse, parce que je vois dans le secteur financier, c'est une catastrophe quand je vois leur site internet. C'est hyper important de comprendre que cette donnée maintenant, justement avec l'intelligence artificielle, vous avez en fait des robots qui arrivent à vous capter les données, à vous les comparer par acteur, et c'est la porte d'entrée de demain, ce qui va être les risques de greenwashing. C'est la porte d'entrée de ce qui va être demain la comparabilité avec vos compétiteurs. C'est la porte d'entrée pour plein d'autres choses auxquelles même moi j'ai pas encore pensé. Donc c'est un sujet qui va concerner d'une part la réputation de l'entreprise, c'est un sujet qui va concerner demain également sa relation avec ses compétiteurs et sa relation aussi avec ses clients, puisque les clients vont rechercher de plus en plus d'informations sur ces sujets-là, puisque quand on va aller sur le scope 3, tout le monde va essayer de récupérer les informations, ils peuvent les trouver. Et c'est également aussi un autre sujet important vis-à-vis de ces financeurs. Et je rebondis sur l'autre intervention que vous aviez faite sur notamment la formation en fait, des conseillers financiers dans la banque commerciale régionale. C'est un sujet énorme. Tout le système qui a été monté au niveau réglementaire pousse le secteur financier à financer que ce qui sera demain vert. Voilà. Tous ceux qui ne rentreront pas auront de plus en plus plutôt de difficultés à trouver des modes de financement. Mais ça va aller relativement vite maintenant. Quand on parle des premiers textes qui datent d'il y a seulement 5 ans, mais dans 5 ans à l'heure actuelle, si personne n'est capable de me parler de son alignement taxonomie, si je ne suis pas éligible, il y en a plein qui vont essayer maintenant de faire du forcing auprès de la plateforme de la Commission européenne pour essayer de faire référencer en fait, son secteur d'activité pour pouvoir en fait, rentrer dans les fourches codines de la taxonomie. Parce que si je n'arrive pas en fait, à démontrer que j'ai un pourcentage d'activité suffisamment élevé sur l'alignement taxonomie demain, comme les banques sont soumises en fait, à publier ces données-là, eh bien, vous ne faites pas de taxonomie, ça va être compliqué de vous faire un prêt vert à la fin. La fin de l'histoire, c'est ça. C'est juste ça. Et enfin, dernier point sur la question de la donnée qui est importante. Certes, elle est publiée sur les sites Internet, mais après-demain, à partir de 2028, ça sera une grande plateforme qui s'appelle ESAP, European Single Access, qui va être en fait un accès unique en fait à la donnée financière, mais à la donnée extra-financière, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont soumises à CSRD, tous les produits financiers qui sont soumis en fait à SFRD seront en fait publiés sur cette grande plateforme accessible à tous. Et là, l'IA devient intéressante parce que cette question de données, il faut la traiter. Il va falloir mettre en place, en fait, derrière, il y a des systèmes d'information, puisque la collecte de la donnée, à un moment donné, ça ne se fait pas comme ça sur un tableur Excel. Ça, je pense qu'on peut oublier le tableur Excel. C'est plus la peine. Il faut sécuriser la donnée le plus possible. Et puis, s'assurer, bien sûr, d'une part de la comparabilité. La comparabilité, les textes s'en sont occupés. Et c'est pour ça qu'on a maintenant en fait, des formules dans les textes juridiques qui vous imposent donc tout le monde est sur le même pied d'égalité, avec de plus en plus en fait, d'interopérabilité entre les textes pour justement le traitement de ces données et s'assurer de la comparabilité entre secteurs, entre compétiteurs. Donc ça, c'est un vrai enjeu et c'est l'enjeu de l'ouverture demain des futurs contentieux parce que maintenant, tout ce qu'on attend tous, c'est le volet contentieux, c'est la dernière phase qui est en cours déjà aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu, le gouvernement des juges verts a commencé.
Vous avez eu pas mal, notamment BlackRock qui a gagné en fait un procès sur une réglementation anti-ESG. Le juge leur a donné raison. Vous avez eu aussi un événement qui a été moins marqué, moins vu par tout le monde. C'est la décision, par exemple, de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui a donné raison à nos aînés suissesses pour le fait que l'État suisse ne leur a pas donné en fait droit sur leur protection face au changement climatique. Ça n'a l'air de rien. Mais la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ça fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Ce qui veut dire que demain, si on rétropédale sur le ESG, l'État pourra être sanctionné. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous connaissez un peu la suite de l'histoire, elle est quand même... tous ceux qui vous disent on pourra revenir en arrière, ce sont juste des gens qui vous mentent éhontément. On ne pourra plus revenir en arrière. La Commission européenne est la dernière institution que je connais où vous pouvez tous leur dire que leur truc ne fonctionne pas. Et croyez-moi, au secteur financier, nombre de fois on est allé les voir en leur disant ça marche pas votre truc, ça marche pas votre truc. Et l'effet n'a pas été suivi du tout. Ils en ont rien à faire. En fait, ils disent vous pouvez payer, allez-y. Ils ne reviendront pas en arrière. C'est pas vrai. C'est un leurre. La loi, et j'en terminerai sur la partie notamment biodiversité, la loi sur la restauration de la nature, un pays comme le Luxembourg, je vous laisse juste essayer d'imaginer le pourcentage de terrain qui devront, eux, rendre à la nature pour des tout petits pays, mais c'est un casse-tête, c'est limite inapplicable en l'état actuel de la situation. Voilà. Donc ce sont des gros enjeux et l'accélération réglementaire ne va pas s'arrêter, même en fonction de la composition du Parlement européen, qui n'aura pas le poids suffisamment nécessaire face au Conseil de l'Union européenne et face surtout à la Commission européenne, qui, je vous rappelle, c'est elle qui propose les textes. Et c'est elle surtout qui valide les textes d'application, parce que les textes au niveau législatif, c'est quand même juste les grands principes, mais les textes d'application, et c'est dans le détail que les ennuis commencent, et notamment toutes les formules, elles ne sont pas dans les textes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, elles sont dans les textes d'application qui sont définis par des régulateurs européens et qui sont proposés à la Commission européenne. C'est-à-dire que ce sont les technos qui font les textes d'application. On n'est plus sur le même... Et donc, on a besoin d'avoir des compétences qui comprennent justement ces éléments-là pour pouvoir après les mettre en application en entreprise. Voilà. Merci beaucoup, France. Je dois faire le timekeeper parce qu'on a des échanges passionnants, mais le temps avance et puis la salle aura peut-être quelques questions. Peut-être pour revenir sur le sujet des compétences et des métiers, est-ce que vous pourriez chacun citer pour vous et selon votre domaine d'activité, quelles sont les 2-3 compétences qui vous paraissent clés à acquérir, qu'elles soient hard ou soft, pour pouvoir prétendre à être expert RSE, expert biodiversité, expert analyse financière, expert carbone. Et puis après, Sophie, je te laisserai la parole et après, ce sera au tour de la salle. Alors, je fais un mix de soft skills et hard skills. Moi, je dirais déjà la connaissance du réglementaire RSE et puis l'agilité et l'adaptabilité. Sylvain. Oui, alors, pour répondre peut-être de manière un tout petit peu plus longue sur la question de la biodiversité, en fait, pour moi, il y a 3 volets. Un, des notions de connaissance générale, qu'on a appelé tout à l'heure sensibilisation. Il faut qu'absolument tout le monde ait une bonne connaissance de ce que c'est que la biodiversité, des enjeux pour les entreprises et pour les activités économiques. Ça, c'est indispensable pour tout le monde. Ensuite, il va y avoir des compétences techniques pour ceux qui vont être des opérateurs de programmes ou de projets spécifiquement sur la biodiversité. Ça peut être l'aménagement du territoire, la gestion des espaces verts, les productions agricoles, par exemple, la restauration des écosystèmes. On voit aussi que c'est une filière qui se développe de manière très, très importante en ce moment. Donc là, il y a besoin vraiment d'une approche technique d'écologues, de naturalistes pour faire ces métiers-là. Et après, pour moi, ce qui va être très important, c'est bien d'avoir en tête que c'est tous les métiers qui vont devoir intégrer ces préoccupations pour évoluer. Donc, comment est-ce que demain, un directeur immobilier ou une directrice immobilier va devoir faire son plan de gestion immobilière en tenant compte, bien sûr, des questions de biodiversité ?
on parle du zéro artificialisation net. Donc demain, un programme immobilier d'une entreprise, quel que soit son secteur, les personnes de l'équipe immobilière doivent intégrer ces questions-là pour faire des programmes cohérents, pertinents et qui répondent aux enjeux de transition écologique. Sur les achats, on en a parlé aussi. Comment est-ce que je comprends d'où viennent mes produits, mes matières premières et comment j'intègre ça dans mes pratiques pour questionner, accompagner mes fournisseurs sur le sujet. Sur la question de l'éco-conception, on parlait du marketing, mais je pense beaucoup à l'éco-conception aussi. Comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer les produits, les services de demain qui tiennent compte des préoccupations de biodiversité. Les RH aussi, c'est tout à fait fondamental, qui vont devoir comprendre dans tous les métiers de leur entreprise qu'est-ce que ça signifie la biodiversité, le climat, la transition écologique, comment ça va faire évoluer les métiers pour mettre en place des plans de recrutement, des plans de formation pour accompagner toute l'entreprise. Ça va aussi sur les questions stratégiques. Et je terminerai juste après. Il faut qu'on puisse inventer les business models. C'est pas un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété dans un business model? C'est pas écrit dans les manuels de management. Donc il faut qu'on arrive à se poser la question. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je peux imaginer vendre à l'infini des produits alors que les ressources sont limitées? Comment est-ce que je fais en sorte que mes commerciaux ne soient plus incentivés sur le volume maximum, mais sur le mieux vendre ou sur les dévendeurs qu'on a vu il n'y a pas si longtemps dans une campagne qui a fait beaucoup parler d'elle? Donc comment est-ce qu'on peut aussi les motiver, imaginer des politiques de rémunération qui soient basées sur qui intègrent les questions des limites planétaires et de transition écologique et de sobriété et pas uniquement le business as usual. Et puis évidemment, le dernier, c'est le pilotage des politiques biodiversité, où là, on aura besoin d'experts RSE, biodiversité, climat, etc. dans les entreprises, mais dont le job va être de piloter la démarche au niveau global. Et c'est bien dans l'ensemble des métiers qu'il va falloir faire cette transition. Et ça, je pense que c'est un point qu'on n'a peut-être pas encore, on n'a pas encore en tête la dimension vraiment transformationnelle de l'ensemble des métiers de toutes les entreprises sur lesquelles il va falloir travailler. Alors, je suis assez d'accord avec les 2 points indiqués par Hortense. Effectivement, je pense que l'agilité, c'est clé. Avoir une compréhension du cadre réglementaire, on ne vous demande pas d'être un juriste averti, ce n'est pas le sujet, mais d'au moins d'avoir un vernis et de pouvoir comprendre en fait quels sont les enjeux derrière. Ça, c'est, je pense, maintenant devenu fondamental. Et enfin, un dernier point aussi, avoir de la curiosité. Parce que je trouve ça très important d'être curieux, de se poser les bonnes questions. Et ça, c'est aussi très important, je pense, la curiosité. Merci. Bon, tout a été dit. Moi, je reviendrai sur 3 éléments. Pédagogie et conviction, qui ne sont pas antinomiques. Je pense que c'est des métiers où il faut une vraie pédagogie au niveau de l'entreprise et une vraie force de conviction. La pédagogie assouplit la conviction forcenée aussi. Il y a des gens, il faut qu'ils évoluent et les faire évoluer dans les entreprises. Et pour un peu redire ce qui a été dit, c'est une logique de culture générale. Je pense que c'est fondamental. D'être dans son temps, d'avoir du recul, cette analyse et la dimension de la culture générale, je pense qu'elle est fondamentale un peu sur tous les métiers qu'on vient de citer. Voilà. Pareil, avec tout ce qui a été dit, je pense qu'il y a une dimension très importante aussi, c'est de trouver des alliés. Parce que justement, cette figure un peu solitaire, il faut vraiment la casser. Là, il faut créer des collectifs et il y a vraiment la question de l'articulation des compétences au service du plan d'action. Comment est-ce qu'on fait par exemple des exercices de gestion de crise en entreprise en articulant, je ne sais pas, la RSE, la gestion des risques, la direction industrielle. Enfin, il y a vraiment cette question de coordination et de coopération aussi en interne. Donc je pense qu'il y a vraiment l'enjeu très important d'arriver à trouver des alliés. Voilà, sinon d'accord avec tout ce qui a été dit. Peut-être une toute dernière question, si tu veux bien, Céline. On a commencé un tout petit peu en retard, mais du coup, je vais la poser rapidement. Je pense que c'est important, dans le sens où on a beaucoup rationalisé, du coup, durant cette table ronde, et merci pour vos interventions à chacun et chacune. On a parlé des concepts, on a parlé de la réglementation, des parties prenantes, des besoins en recrutement, des profils qui évoluaient. Mais derrière, en fait, toute notre conversation, quand on parle de climat, quand on parle de biodiversité, au fait, c'est quand même les conditions d'habitabilité de la Terre, et des conditions aussi de préservation du vivant dont on parle. Et au fait, on fait partie du vivant, bon, pour ceux que ça préoccupe. Et du coup, en filigrane de cet échange et de cette conversation, on avait très envie d'ouvrir sur un sujet lié à l'échange qu'on a eu avec vous, Juliette, qui est celui de l'éco-anxiété. On y travaille, nous, au niveau de l'école, et on essaye autant que possible de travailler sur l'alignement tête-cœur-corps, parce que c'est quand même des sujets
qui peuvent faire bouger un petit peu à l'intérieur aussi. Et ce sujet de l'éco-anxiété, en entreprise aussi, du coup, est très présent. Parce qu'au fait, c'est jamais que les hommes et les femmes qui les composent, les entreprises. Donc, Juliette, est-ce que vous pouvez juste pour terminer nous dire quelques mots sur l'éco-anxiété? Oui, merci. Je vais essayer d'être brève. C'est vraiment un sujet important, donc je suis ravie d'en parler. Donc l'éco-anxiété, c'est lié à l'anticipation des dégâts écologiques à venir, et c'est un mot fourre-tout parce que ça cache tout un panel d'éco-émotions qui est très large, avec beaucoup de notions de colère, de peur, d'impuissance, de désespoir et des émotions qui peuvent être aussi agréables par ailleurs, avec l'engagement, la détermination, l'espoir. Donc c'est un panel extrêmement vaste, mais effectivement qui concerne un peu ce côté un peu tabou des émotions qu'on a du mal à pouvoir exprimer en société, en France, mais pas que, et qui concerne énormément de gens. Juste un chiffre, le dernier rapport du CESE sur le sujet dit que 8 Français sur 10 sont très inquiets par rapport à l'état écologique. Et donc ça dépasse largement la question des jeunes, ça dépasse largement la question des populations qui sont confrontées vraiment au quotidien avec ces sujets, que ce soit des consultants carbone comme moi, que ce soit des climatologues, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des gens qui sont dans la gestion forestière, qui sont confrontés à la dégradation, etc., des écosystèmes en permanence. C'est vraiment un sujet extrêmement large. Et je pense que c'est hyper important, même socialement, de s'y intéresser. Pourquoi ? Parce que de la peur et de la colère très mal gérées, en fait, ça peut conduire à des phénomènes de déni. Par ailleurs, je pense qu'en fait, c'est vraiment il ne faut pas faire du tout le rapprochement entre plus d'éco-anxiété et plus d'adhésion aux politiques de transition écologique. Je pense que plus d'éco-anxiété, ça peut créer énormément de déni, parce que juste le cerveau, il est bien fait. Et du coup, il nous protège, et face à une réalité qui peut être trop insupportable, on peut très très vite aller sur le déni. Et je pense que paradoxalement, il va y avoir plus de climato-sceptiques s'il y a plus d'éco-anxiété. L'autre phénomène, c'est qu'on parlait de super-héros. Il faut faire extrêmement attention à tout ce qui est burn-out militant, qui est très 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 répandu. C'est-à-dire qu'on se jette à corps perdu dans la cause environnementale en portant le poids du monde sur ses épaules. Et au contraire, on a besoin aujourd'hui de retrouver de l'équilibre. Je pense que moi, l'équilibre, c'est une valeur fondamentale, moi, dans ma vie, enfin, que je souhaite, et même au niveau social, économique, etc. Et donc, il faut qu'on évite ces phénomènes de surinvestissement émotionnel et de surdésespoir, et de retrouver plus un état stationnaire d'équilibre aussi émotionnel. Et donc, il y a tout un enjeu de vraiment mettre ce sujet au cœur des réflexions, et de créer les espaces de libération de la parole, parce que quand vous creusez un peu auprès de moi, les intervenants que je rencontre, quand je leur pose la question, il y a vraiment du lourd derrière, et c'est pas forcément facile d'avoir l'espace de pouvoir en parler. Et donc je terminerai juste sur le fait qu'on a créé un MOOC qu'on propose à prix libre sur ce sujet-là à la Carbone 4 Academy, qui est très 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 bien fait, vraiment, et donc on peut tous y assister, enfin vous pouvez tous vous connecter et le suivre, et je vous encourage vraiment à creuser ce sujet, et en entreprise de créer les espaces de parole. On pourra en reparler après si ça vous intéresse, mais c'est un sujet qu'il ne faut pas du tout ignorer, parce qu'encore une fois, les émotions qui sont très mal gérées socialement, ça se passe très mal. Il y a toujours un moment dans les Marvel où on voit la fragilité du super-héros qui finalement n'est qu'un humain comme les autres. Merci beaucoup. On va passer le micro à la salle pour s'il y a quelques questions. La première est toujours la plus compliquée. Aymeric. Merci pour ces échanges riches. Je me disais, voilà, je pense qu'on est tous convaincus dans la salle que la transition écologique est nécessaire. Par vos interventions, vous nous avez montré comment elle est possible en entreprise, via des cabinets, quelles compétences sont nécessaires, comment ça évolue. Il y a une dernière question fondamentale, selon moi, c'est comment on rend cette transition écologique et sociale désirable. Est-ce que vous auriez des conseils à nous transmettre via je pense à Carbone 4, les entreprises que vous pouvez accompagner, via des candidats que vous auriez pu rencontrer, ou des expériences en entreprise pour le côté cabinet de recrutement? Comment montrer que cette transition elle est désirable? Comment embarquer, fédérer dans une entreprise là où finalement l'argent reste le nerf de la guerre, et donc le business il peut être contradictoire avec l'objectif de transition au global.
Je répondrai rapidement. Je pense qu'il faut éclairer les risques financiers auxquels l'entreprise est exposée. Il faut mettre en avant toutes les victoires possibles et imaginables, même si c'est des petits pas. Je pense que c'est fondamental. Et je citerai juste une ressource qui est très intéressante et je pense très sous-exploitée. C'est le travail de Parlons Climat. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir ça. Vous tapez Parlons Climat sur Google. C'est un site qui s'appelle littéralement parlonsclimat.org ou .com, je ne sais pas. Et qui en fait a fait un travail remarquable d'identification des profils types, des groupes de profils en fait, qui sont regroupés en tant que valeurs. Parce qu'en fait, on ne pense pas le changement climatique différemment qu'on pense la politique. On a un système de valeurs cohérent qui fait qu'on a une opinion ou pas sur la transition écologique. Et ils ont déterminé un peu une grille de comment est-ce qu'on fait pour justement sensibiliser ces différentes familles en fait, de valeurs et en mettant en avant notamment tous les magnifiques avantages en fait, de la transition écologique, tous les bienfaits en termes de santé, en termes de protection de nos enfants, en termes de protection de la nature, en termes de protection de notre patrimoine, en termes de protection de notre souveraineté énergétique, notre souveraineté financière, enfin voilà, et en fonction de à qui on parle, quels sont les différents arguments à mettre en face. Donc je vous encourage vraiment, c'est un travail remarquable de sociologues, on a besoin des sociologues sur la transition. Voilà, donc c'est une ressource vraiment très intéressante à exploiter. Pour compléter, pour essayer de répondre à votre question, la question d'entreprise, c'est la question du profit. Parfois, on peut dire que la question du profit par rapport à la transition écologique ne font pas forcément bon ménage. Mais en réalité, du profit, on peut en faire. Et sans paraphraser les inconnus il y a quelques années, il y a le bon et le mauvais profit. Et le bas de profit, il est terrible en fait. Et je pense que c'est ça que les entreprises commencent à intégrer, parce que c'est des enjeux de réputation, c'est des enjeux... Aujourd'hui, tout est connecté. Les avis des collaborateurs sur une entreprise, on les retrouve sur Internet. Et que intégrer, faire ce qu'on dit en fait. Là aussi, prendre l'exemple de Page, le groupe dans lequel je travaille... on a des piliers, on a un shadow board RSE, qui est l'équivalent du board opérationnel dans lequel moi je suis intégré, où au niveau du board, les avis du shadow board, on les prend en compte. On a des groupes, puisqu'on parle d'environnement, mais on peut parler de D&I aussi, parce que ça rentre très clairement dans le sujet. On a un groupe Ability at Page, on a un groupe Pride at Page, où on va travailler sur les questions du handicap, sur les questions LGBT, où on a au sein de ces groupes des membres du COMEX, des directeurs, des consultants qui apportent leur pierre à l'édifice, et chacun peut y participer. Alors on a un groupe green où on a des consultants, et toutes les évolutions à un moment donné que l'entreprise a apportées sont issues aussi de ces réflexions, et on a un vrai dialogue en interne sur toutes ces problématiques-là. Alors on pourrait se dire, on s'en fiche, et puis on va continuer à faire du profit. On continue à en faire, mais je pense qu'on en fait différemment. Et il faut accepter d'en faire différemment. C'est comme les entreprises, c'est des questions de responsabilité sociétale. Si on prend la question de la crise sanitaire qu'on a vécue ces dernières années, il y a des entreprises qui ont décidé de fortement dégraisser au démarrage de cette crise. Il y a d'autres entreprises qui ont décidé de garder leur staff en se disant on va passer un moment difficile. Ces entreprises aujourd'hui qui se portent beaucoup mieux dans la question de la résilience, dans la question d'une vision à plus long terme qu'une vision à court terme où on coupe en fait. Voilà, c'est tout ça qu'on essaye. Et nous, c'est vrai qu'on est des observateurs un peu privilégiés parce que forcément, les consultants voient énormément d'entreprises, d'associations, de collectivités. Et ça permet aussi de s'enrichir des bonnes pratiques de notre côté et de leur donner aussi des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut recruter, les images. Quand je donnais un chiffre tout à l'heure en disant que 70% pratiquement des salariés sont prêts à refuser une offre à partir du moment où la politique affichée du futur employeur ne leur correspond pas en matière de RSE, c'est une vraie réalité. Hein. Donc, et comme aujourd'hui, trouver des candidats, c'est compliqué, et que l'enjeu, c'est la rétention pour faire en sorte que ces collaborateurs ne partent pas, ce qui explique que même si on est dans une situation économique un peu plus délicate qu'il y a 1 ou 2 ans, on continue à être très très sollicité pour trouver des candidats. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. Moi, j'ai une question par rapport au recrutement et par rapport à la reconversion professionnelle. Quand on est en reconversion professionnelle et quand on a une dizaine d'années d'expérience dans un autre domaine et qu'on a aussi un parcours un peu atypique et une année seulement d'études en MBA, éco-construction et aménagement durable, comment on peut défendre notre candidature? Comment on peut appuyer et argumenter qu'on est en adéquation avec le poste en question, malgré qu'on touche seulement à quelques notions, des fois de réglementation, des fois de bas carbone, des fois d'éco-conception. Comment on peut argumenter et défendre pour être en adéquation avec le poste et convaincre. Voilà. Il ne faut pas être trop humble par rapport à ce que vous évoquez, parce que finalement, les notions aujourd'hui, vous aviez une expérience professionnelle antérieure, aujourd'hui, vous avez une formation. On l'évoquait, on est sur un secteur qui est protéiforme ou qui nécessite beaucoup de compétences différentes. Et finalement, votre formation aujourd'hui, même si elle n'est pas forcément aboutie et vous ne pouvez pas valoriser quelques années d'expérience professionnelle suite à cette formation, en fait, c'est de se poser la question, de se dire, est-ce que j'en connais pas beaucoup plus déjà que beaucoup de collaborateurs de cette même entreprise qui cherchent à recruter? Et souvent la réponse est oui, en réalité. Je vais vous donner un exemple sur le fait de croire, et à un moment donné c'est une question de volonté. On parlait beaucoup de soft skills et c'est un engagement. On cherche des gens qui sont engagés, qui ont envie de faire bouger les choses. Prendre l'exemple du recrutement, que je connais bien. On recrute chez nous des collaborateurs qui pour la plupart n'ont jamais fait de recrutement. On recrute des gens qui viennent d'environnement, donc en division finance, on recrute des anciens financiers. En RH, on recrute des anciens RH, bon, même si ce n'est pas le bon exemple RH, parce qu'ils font plutôt du recrutement. Mais dans le secteur non-profit qui est le mien, je recrute des gens qui ont travaillé en association, ce qui est le cas par exemple de Thomas. Mais ils n'ont jamais fait de recrutement. Et on est un cabinet de recrutement. Au bout de 3-4 mois, ils auront fait beaucoup plus de recrutement que la plupart des responsables recrutement qu'ils ont en face de cadres, parce qu'on recrute des cadres. Et à un moment donné, il faut se libérer de ça et de se dire, ils ont envie de faire ça, ils connaissent bien l'environnement, et nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir des consultants qui comprennent un écosystème, qui voient énormément de candidats et qui deviennent des experts très vite. Vous deviendrez une expert très vite, et à un moment donné, c'est démontrer à un recruteur cet engagement, ce choix, parce qu'un choix d'une reconversion, c'est jamais neutre. C'est pas tiens, ce matin je vais me lever, je vais faire autre chose. Non, voilà, c'est un projet qui est abouti, c'est ce projet que vous vendez. Et très vite, en fait, en face de vous, vous avez des gens, vous êtes meilleurs. C'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, mais vous aurez sans doute beaucoup plus de compétences que des gens qui ont envie de porter un projet et qui ont envie de gens qui sont engagés. Voilà. Alors, encore une fois, c'est peut-être très positif, mais j'y crois. Voilà, parce que je pense qu'il faut être très positif. Je rebondis juste sur ce que dit David. Parfaitement d'accord. Je pense qu'il faut se sentir très légitime par rapport à cette reconversion. Vous avez des choses à apporter, vous avez appris des choses et vous allez aller vers autre chose. Et c'est là que les soft skills, effectivement, font la différence et vont faire de vous une professionnelle dans la RSE demain. Il faut bien commencer quelque part. On va prendre une dernière question. Je suis désolée, j'ai le mauvais rôle de timekeeper. Une dernière question de la salle, s'il y en a une. Bonjour, merci pour votre intervention aujourd'hui et merci aussi à Terra Institute d'avoir fait cet événement. J'avais une question sur la formation de manière générale. Aujourd'hui, je suis étudiant en master RSE à Terra Institute. Je voulais savoir comment l'école pouvait faire en sorte d'avoir une formation qui soit capable d'anticiper justement l'ensemble des problématiques des entreprises de demain. Vu qu'on a dit qu'on était dans un monde qui change, il y a potentiellement une accélération de la réglementation qui va arriver. Donc comment nous, on peut être formés, les futurs étudiants peuvent être formés de la meilleure façon pour justement avoir un profil qui soit cohérent avec ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans.
J'ai l'impression que la question Merci. s'adresse plus du coup côté école, mais tu peux y aller, Céline. Comment on fait? C'est notre travail au quotidien, donc merci pour cette question et ça va peut-être reboucler avec la présence aussi de nos intervenants de grande qualité qui au fait nous aident aussi au quotidien à construire des options spécialisées sur le reporting extra-financier, l'ESG, sur tout ce qui est adaptation climatique, stratégie bas carbone, adaptation climatique, économie circulaire, et puis la biodiversité également, puisqu'on travaille avec BL Evolution pour construire ces options-là. C'est un travail aussi qu'on fait au quotidien, puisqu'on organise des groupes de travail, des ateliers avec les entreprises, puisque la plupart des étudiants du Terra sont en alternance. Donc il y a un contact qui est vraiment, il y a vraiment un travail de grande proximité qui est fait avec les relations, dans le cadre des relations entreprises avec les tuteurs, pour suivre au quotidien et de façon aussi régulière que possible les besoins, quels sont les nouveaux besoins. Donc c'est tout un travail qu'on fait au quotidien pour adapter les parcours qui du coup évoluent chaque année dans leur contenu et dans les possibilités qui s'offrent aux étudiants. Tu veux peut-être compléter, Céline? Oui, alors je dirais que c'est clairement... je rebondis sur la curiosité que citait France tout à l'heure. Il faut toujours se remettre en question et poser la question à ceux qui font. Donc en l'occurrence, les partenaires entreprises qui vivent, on va dire, les phénomènes au quotidien et l'évolution des besoins au quotidien. Et puis également s'entourer d'experts qui sont capables d'avoir une vision à un peu plus long terme et faire atterrir à nouveau ces enseignements, parce que c'est quand même l'objectif de tout cela, et s'entourer des meilleurs. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense qu'on va devoir tout simplement libérer la salle, parce que je vois des passages s'agiter. Il se passe plein de choses ici aujourd'hui. Il y en a notamment un grand forum de l'alternance qui va prendre place d'ici quelques minutes. Merci à tous d'avoir été présents. Un grand merci à nos intervenants pour leur prise de parole, leur réaction et leur conviction face à cette question, qui sont ou sont les super-héros de la RSE. Alors je ne sais pas si on a une réponse très précise, mais en tout cas on a une meilleure idée des compétences qu'ils doivent développer. Et puis peut-être également, souvent les super-héros, ils ont toujours un compagnon, un espèce de duo qui fait que ça fonctionne bien. Et moi, je retiens le fait qu'on a potentiellement des niveaux d'expertise qui nécessitent des temps de formation, notamment des formations initiales, parce que pour intégrer tout ça, notamment sur les sujets techniques, il faut quand même un certain nombre d'années. Et donc, quand on est en train de se former dans un premier parcours académique, c'est le bon moment. Et également, et ça c'est, je pense, tous les profils de la reconversion professionnelle qui sont acculturés, qui doivent s'acculturer et mieux comprendre ces phénomènes techniques, mais qui apportent quelque chose d'essentiel, qui est l'expérience de l'entreprise. Et cette fameuse capacité à traduire les données expertes et à faire atterrir en action qui ont des impacts concrets et à court terme. Et donc, je pense que le travail d'équipe qu'évoquait aussi Juliette tout à l'heure, il est important. Ce n'est pas une compétence, mais je pense que dans la façon de penser l'intégration des départements et l'intégration des métiers, il faut avoir ce double pilier, à la fois ces experts et puis aussi ces gens qui sont capables de comprendre comment l'entreprise fonctionne et qui ont cette vision, cet ancrage aussi local, parce que peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit, on a beaucoup aussi parlé de phénomènes internationaux, c'est que la transition, c'est aussi très ancré localement. Les problématiques, qu'elles soient sociales ou environnementales, sont locales. Et donc, je reboucle avec le département public. Je pense que les collectivités et toutes les strates du millefeuille administratif vont avoir, dans les années qui viennent, les territoires, un rôle clé à jouer pour la transition. Donc là aussi, il y a peut-être aussi des débouchés métiers à envisager. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Je vous invite à prendre un dernier café et un dernier croissant et à continuer de discuter si vous le souhaitez. Et à bientôt. Au revoir.